Ok, j'espère que vous êtes prêts. On va voir pas mal de choses dans cette vidéo. Premièrement, une vue d'ensemble. Est-ce que finalement les marchés sont si chers que ça? Deuxièmement, je vais vous montrer voilà, mes positions que j'ai en portefeuille, ce que je compte faire. Et surtout, troisièmement, je vais vous donner la solution finalement à ce marché qui est surévalué. Voilà, on a quand même, comme vous pouvez voir, un petit peu tout qui est surévalué. Là, voilà, Google, je pense que vous êtes pas mal à l'avoir acheté également, voilà, à peu près dans cette période-là. C'est vrai que ça commence à faire des belles plus-values. Ça commence à faire des belles rentabilités, même sur BlackRock, enfin même sur toutes ces entreprises-là que j'ai en portefeuille. Bah, c'est clair que voilà, ça donne envie de prendre ses bénéfices, ça donne envie de vendre. Pareil, Realty Income. Alors Income, bah, ça a bien augmenté mine de rien depuis que je l'ai acheté. Pareil, mon call sur Google il a explosé. Et donc la question à laquelle on va répondre, c'est que là effectivement voilà, tout est en train entre guillemets de baisser. Alors je mets bien des guillemets puisque en fait on a eu sur le papier donc la pire baisse depuis les 2 dernières années sur le Nasdaq. Mais bon finalement voilà, quand on regarde finalement un peu plus de plus près, bon en fait tout est sur les plus hauts, donc il n'y a pas de quoi là-dessus, il y a vraiment, mais alors vraiment pas de quoi s'inquiéter là-dessus. Mais alors justement, ne confondez pas les Magnificent Seven, comme ils les appellent, donc bah, les entreprises comme Google, Apple, etc., qui effectivement ont explosé, mais avec leurs bénéfices qui ont explosé, donc elles sont pas si chères que ça, finalement, on va le voir ensemble dans un instant. Et deuxièmement, bah, le reste, en fait, les 400 autres entreprises du S&P 500, il y en a pas mal pour qui, effectivement, elles sont surévaluées. Et donc c'est pour ça, en fait, il faut vraiment faire la part des choses. Donc alors, je vous ai mis ici une rapide... interview de Damodaran il y a 10 jours. Alors Damodaran, on l'appelle le Dean, donc je pense que c'est la traduction, c'est le pape, hein, je pense, de la valorisation d'entreprise. Donc il est vraiment, c'est un professeur en finance, il est vraiment très très fort. Donc je vous laisse écouter ça, je vais le commenter dans un instant. They've added $8.8 trillion in market cap, just these 7 companies. Just to give you perspective, the second largest market in the world, China, is a market cap of 12.1 trillion. These 7 stocks alone have added more in market cap than the entire German market, the French market, the Swiss market. It's been an astonishing run. But I would also argue that before we dismiss these as risky tech companies, these are the money machines in this market. So when Jeremy Siegel talked about value stocks, I think in many ways these have become the value stocks for investors who care about earnings and cash flows, because these are the companies that are delivering those earnings and cash flows. Voilà, donc exceptionnel. Effectivement, en fait, c'est des entreprises, donc comme il l'a dit, qui ont ajouté 8 trillions, donc 8 000 milliards à leur capitalisation boursière. C'est plus que le marché français et que tout le, voilà, que tout que tous ces marchés-là, donc c'est vraiment énorme. Mais quand on regarde de plus près, quand on regarde les datas, donc vraiment les chiffres, de quoi il est question, ben voilà, sur Google, on a quand même un bénéfice net qui est passé de 59 à combien qui a augmenté de 41%, d'accord, qui a augmenté de 41%. Donc on n'est pas forcément, voilà, on n'est pas sur des trucs complètement irrationnels, on n'est pas sur des explosions, sur des surévaluations sur ces entreprises. Alors justement, quand on va voir sur le marché en son ensemble, donc le Schiller PI par exemple, on est effectivement sur des niveaux assez élevés. Voilà, là on est sur du combien? Alors attendez, hop, je vais cliquer ici. Ok, j'ai actualisé, donc on est effectivement sur les 35. On a un Schiller PE de 35, donc le PE de Schiller, hein, c'est le PE donc du marché en son ensemble, d'accord? Donc c'est vraiment pour mesurer la surévaluation du marché dans les grandes lignes. Et en fait, on voit que la moyenne sur les 20 dernières années est de 26. On est à 35, donc on est vraiment 10 points de plus. Donc c'est voilà, combien de fois vous payez finalement les bénéfices moyens du marché sur les 10 dernières années. Ok, donc je suis allé vous chercher le PI ratio pour les entreprises. Donc Google, on est sur un forward PI de 24 avec une augmentation cette année de 56% du prix de l'action. Nvidia, on est sur un forward PI de 34 avec une augmentation de 200% cette année. Meta, 24 avec une augmentation de 83% du prix par action. Microsoft, on a un forward PI de 32 avec une augmentation du prix par action de 40% cette année. Donc même avec l'explosion effectivement en bourse de ces entreprises, comme elles ont des marges excellentes, elles délivrent, elles ont des fondamentaux vraiment excellents, bah finalement le forward PI et même le PI actuel qu'on va voir sur du Google, c'est pas non plus, enfin c'est pas, regardez, le PI actuel de Meta on est sur du 27, le PI actuel, donc le price earning, excusez-moi, actuel de Google, on est sur du 27 également, de Microsoft c'est un peu plus élevé. L'entreprise est un peu plus chère. On est sur du combien? On est sur du 38. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus élevé. Mais encore une fois, avec la croissance, dans un an, ça sera seulement 32, 33. Et donc, c'est pour ça que Damodaran, il appelle ces 7 entreprises finalement les value stocks de cette année. Alors, je vais continuer parce que c'est très intéressant ce qu'il dit par la suite. So you don't necessarily think that we're in any kind of danger zone in terms of valuation here?
Now, if we're in danger zone, it's not just the 7 stocks are in the danger zone of tech stocks, it's a market overall. I mean, I compute a monthly market equity risk premium. It's my personal indicator of how hot or cold the market is. Start of July, that equity risk premium, the implied equity risk premium for the market is 4.11%. That's the lowest number it's been since September of 2008. In other words, it's almost as if the market has raised the last 15 years, and we're looking at numbers very much like what they used to be before the big crisis, the 2008 crisis. Now, the question we can ask is the market overreaching on that assumption? But a 4% T-bond rate and a 4.11% equity risk premium is 2005, 2006 numbers, not 2018 or 2019 numbers. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Selon Damodaran, le niveau d'évaluation du marché, d'accord, il correspond à peu près donc au niveau de 2005-2006. Donc à ce niveau, encore une fois, selon Damodaran, ce qui voudrait dire on a concrètement encore au moins 2-3 ans avant de chuter. Donc voilà, au niveau de la vue d'ensemble, on a vraiment les 7 entreprises qui tirent le S&P 500 vers la hausse, et c'est justifié parce qu'encore une fois, elles sont exceptionnelles et qu'elles délivrent de l'argent. Mais le problème, c'est que quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que y a pas mal d'entreprises en fait, type voilà, Nike, Starbucks, pareil. Starbucks qui s'effondre, Domino's Pizza hier qui s'est effondré. Domino's Pizza, enfin c'est comment dire, là ça va pas du tout, ils ont perdu des clients, en fait leur marge diminue parce qu'ils font des promotions en fait tout le temps pour attirer le maximum de clients. Il y a des pizzerias qui ouvrent de partout, donc ça va pas. Même Chipotle les amis, même Chipotle ça commence à saturer un petit peu. Donc il y a vraiment là-dessus il y a vraiment des problèmes un petit peu à droite à gauche. Alors Texas s'en sort très bien parce que Texas Roadhouse, je veux dire, parce que c'est plutôt du high ticket. Et pareil, pour les autres actions comme McDo par exemple, ils ont mis en place un repas à 5$, c'est historique, voilà, c'est quasiment, enfin ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils n'avaient pas mis d'offres comme ça, parce que en fait, encore une fois, toutes ces entreprises-là, elles n'arrivent pas finalement, enfin il y a vraiment trop de concurrence. McDo maintenant, vous y allez à 3, ça vous coûte 70 balles. Donc c'est vraiment là-dessus on a vraiment un problème. Et donc ce que je veux dire, c'est que comment faire concrètement si vous avez du cash à investir? Parce que là, ok, les 7 plus grosses entreprises, normalement on en a déjà tous dans notre portefeuille, on a déjà tous nos positions dessus. Personne n'a envie de les renforcer, et ça se comprend encore une fois parce que voilà, leur valorisation n'est pas folle, mais j'irai pas les renforcer. Donc c'est quoi l'alternative? C'est d'aller sur les entreprises comme Nike qui finalement sont en train de s'effondrer parce qu'il y a des problèmes structurels derrière, d'accord? Je pourrais faire une vidéo sur Nike, mais voilà, leur croissance est en berne, etc. Donc le problème en fait, c'est que vous pouvez tomber dans le piège là actuellement en train de vous dire, ok, bon les 7 plus grosses entreprises, elles sont surévaluées, d'accord, ou enfin elles sont chères, j'ai pas envie de les renforcer, j'ai déjà une grosse position dessus, et du coup je vais me replier sur les entreprises comme Nike, comme Starbucks, comme on l'a vu, voilà, comme Domino's Pizza, ou encore comme McDo et toutes les autres entreprises qui ont chuté. Mais en fait, ça, selon moi, c'est une énorme connerie de faire ça en ce moment, puisque voilà, en fait, comme je vous dis, les problèmes de Nike, c'est des problèmes qui vont certainement, s'il y a une récession qui arrive. Ouais, parenthèse sur Nike, donc je vais mettre en grand, là je vous ai mis le rapport quarterly de Nike. Alors regardez un petit peu, on est donc le 4e trimestre, donc là qui a été publié le combien exactement, alors mince, hop, alors la date c'est le 28 juin, donc là c'est il y a 15-20 jours quoi. On est en baisse de 8%. Et si je vous mets les chiffres exacts pour aller voir par région, en Amérique du Nord, on a du moins 1%, d'accord? En Europe, Middle East, Africa, on a du moins 2%. En Chine, on a plus 3%. En Asie, pareil, on a du 1%, donc presque rien. Et les converses, on a à moins 18%. Et donc, ce qui nous fait un total de moins 2% sur le chiffre d'affaires de Nike. Et historiquement, Nike, on a un bel historique. Et en fait, à chaque fois que les revenus de Nike ont commencé à diminuer, on s'est tapé une récession. Et donc, c'est pour ça que je vais vous présenter les small caps pour 2 raisons. Premièrement, c'est une récession, historiquement, je vais vous montrer que des études, on va faire super bien, enfin on va vraiment performer. Si on a une baisse des taux, on va également performer, et c'est actuellement les entreprises qui ont les valorisations les plus faibles, les small cap. Là ici je vous ai mis donc le IWM, c'est l'ETF finalement des small cap aux États-Unis, d'accord? Et en fait là vous pouvez voir qu'on n'a rien fait. Les small cap, je sais pas, par exemple le S&P 500 sur les 5 dernières années, le QQQ, excusez-moi, donc le Nasdaq par exemple, le Nasdaq, vous voyez que depuis le plus bas on a pris 83%. Le S&P, on a pris combien? On a pris 54%. Et donc le IWM, lui, donc les small cap en moyenne, je me mets depuis le plus bas, on a pris 33%. Donc un tiers, d'accord? On a vraiment pris un tiers. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des valorisations très très faibles sur les small cap. Et donc, alors pourquoi je vous parle de ça? Premièrement, je vais vous mettre, avant de vous mettre les études et de vous présenter des trucs un peu plus concrets, je vais vous mettre l'interview donc
de Tom Lee, qui est vraiment bullish sur les small caps. Donc c'est un mec qui a des très très bons résultats encore une fois. We saw interesting rotation into small caps. How much further in 24 can they run? I think the rally that started last week for small caps is going to be larger than the October to December rally of last year. That was over 8 weeks, almost a 30% gain for the Russell 2000. Alors là c'est énorme, hein. Là ce qu'il nous dit c'est qu'on va avoir un rallye selon lui, donc une hausse de 30% sur le Russell sur les prochains mois, donc je vais continuer. We have a larger short position by institutions. We have small caps even more oversold, and valuations, whether you look at median PE, which is now at 10 times 2025 earnings, even lower. So we think that this move. Donc là, en gros, donc je vais vous expliquer, c'est très simple. Les small caps en ce moment sont shortés, sont survendus. Donc, à fur et à mesure que les small caps vont augmenter, bah, les mecs ils vont devoir se couvrir leur short, couvrir leur ventre à découvert en achetant des actions pour se couvrir. Donc, ça va faire, selon lui, voilà, c'est pas un short, excusez-moi, c'est pas un short squeeze, mais c'est dans les grandes lignes, ça s'en rapproche quand même. Et donc, ça boosterait vraiment, en plus de ça, finalement les small caps. Et il y a un PE pour 2025, un forward PE de 10. Rappelez-vous, sur Google on est sur un forward PE de 24, sur les big tech on est sur des forward PE entre 24 et 35 en partant de Google à Microsoft, d'accord? Could be something like 10 weeks and as much as 40%. So I think it is just starting, and a lot of it has to do with the fact that, the June CPI was so astonishingly soft. I think it's giving the green light for small caps to rally finally, because the Fed will ultimately cut, hopefully by September. And how much do you expect the Incroyable. Donc effectivement, en fait, faut savoir que les small caps, donc c'est des petites entreprises de moins de 2 milliards, d'accord, et elles sont très sensibles donc à l'inflation d'une part et surtout à la baisse des taux, parce que les small caps, en fait, c'est des entreprises qui sont pas comme Google, en fait, que les taux soient à 50% ou à 1%. D'un point de vue endettement, il s'en fout puisqu'il a largement assez de cash pour financer tous ses projets avec sa trésorerie en interne, d'accord. Donc effectivement, ça la partie consommateur, ça va les impacter, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, les small caps, quand les taux sont élevés, donc l'emprunt est cher, ça les impacte vraiment beaucoup. Et au contraire, quand les taux baissent, donc l'emprunt redevient un bon marché, c'est en tout temps les actions qui surperforment. Ok, donc je viens de prendre un petit peu de temps pour vous classer les différents articles que je vais vous présenter. Donc première question, c'est comment ils trouvent les 30%, les 30% d'augmentation, de hausse que l'on va avoir sur les small caps. Alors en fait, ici je vous ai mis donc une étude de l'université de Chicago qui va reprendre toutes les baisses de taux, d'accord, de la Fed depuis 1954, donc depuis 70 ans autrement dit. Donc voilà. En fait, on voit que les small caps, quand il y a une baisse de taux, d'accord, les premiers 3 mois augmentent de 10%, les premiers 6 mois augmentent de 14% et les premiers 12 mois, donc l'année finalement de 26%, autrement dit de 30%. Et on voit que ça n'impacte, ça n'a rien à voir sur les large caps. Alors encore une fois, c'est un énorme historique, hein, donc c'est en moyenne. Voilà ce que ça donne sur les 70 dernières années avec une baisse de taux concrètement, avec un historique. Encore une fois, là, c'est vraiment, c'est un historique. Concrètement, voilà ce que ça donne. Donc les large caps, le problème des large caps, c'est que elles font beaucoup moins quand il y a une baisse de taux. Pourquoi? C'est très simple. Là, regardez. Là vous aviez, donc je vais me remettre sur Google, je remets un petit peu quand même de contexte. C'est que le contexte, c'est que vous voyez ici, quand j'en ai acheté énormément, on avait une énorme baisse, on avait de l'inflation, on avait des taux qui étaient en train d'exploser, on ne savait pas quand on allait les rebaisser, et on avait également un ralentissement potentiel, hein. Rappelez-vous, on a oublié, mais à l'époque tout le monde parlait de soft landing, ou d'atterrissage en douceur ou de récession. Et donc, évidemment que quand vous couplez toute cette incertitude avec en plus des entreprises comme Google qui à l'époque se négociaient à un PE de 17, donc évidemment en fait tout le monde s'est jeté sur les large caps parce que toute cette incertitude, c'était vraiment le placement sans risque d'acheter du Google à cette époque, d'accord. Mais là, ça n'a plus rien à voir puisque là maintenant les taux vont commencer à baisser et en fait surtout les large caps, elles ont déjà fait leur performance là. Enfin Google, je dis pas que ça va s'effondrer, mais je mettrai pas une pièce pour anticiper une hausse de 100%, vous voyez, d'ici un an, quoi. Ça me paraît très 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 peu probable. Et si vous êtes un gestionnaire de fonds et que vous avez de l'argent qui rentre, vous allez le placer où? Sur Google, sur Microsoft, sur toutes ces entreprises qui ont déjà fait leur performance, qui ont déjà augmenté. Voilà, donc elles sont pas surévaluées, mais elles ont déjà augmenté, d'accord. Ou alors, est-ce que vous allez plutôt privilégier des entreprises plus petites qui, comme on l'a vu, ont sous-performé pendant toute la période parce qu'il y avait énormément d'incertitudes et que les personnes préféraient aller sur les large caps, mais là c'est en train de changer avec la baisse de taux, avec la baisse de l'inflation, etc. Je pense qu'effectivement les personnes
elles vont allouer le cash qu'elles ont sur des entreprises plus petites en fait, qui ont beaucoup plus de performance. Et donc c'est pour ça que la conclusion en fait, avant de vous balancer les études, c'est qu'effectivement je garde toute la partie large cap que j'ai en portefeuille, donc du Google, du Microsoft, du Realty.com, évidemment, bon, ça rentre pas là-dedans, des entreprises également comme BlackRock, etc. Mais je ne les renforce pas, d'accord? Et en fait, le cash que je vais allouer, ça va pas être sur des entreprises comme Nike, comme Starbucks, comme Domino's Pizza, donc deux possibilités, ou bien sur l'ETF des États-Unis, donc l'IWM, donc ETF des small caps aux États-Unis, ou alors en sélectionnant directement des small caps, chose que j'ai déjà fait avec l'entreprise minière que j'ai en portefeuille, dont je vous ai parlé hier, donc pendant la vidéo. Alors ici, très intéressant, cette étude, elle vous montre la performance des small caps, des mid caps et des large caps par rapport au stade d'une récession. On voit que 6 mois avant la récession, on a historiquement, en fait, on n'a presque pas de différence. C'est-à-dire que les small caps, effectivement, c'est celles qui performent le moins, et les large caps qui voilà, performent pas trop bien, mais on est quand même, on est légèrement, on a une performance plus élevée que sur les small caps, mais il n'y a pas vraiment on peut pas vraiment tirer de données. Pareil, la première moitié de la récession, on ne peut pas non plus en tirer de données, c'est pas vraiment évident. Par contre, la deuxième moitié de la récession, d'accord, là, on voit qu'effectivement, on a les small caps qui surperforment de 17% et les large caps qui font seulement 10%. Donc là, on a vraiment une différence qui est flagrante. Et là, quand carrément on prend un an après la récession, on a les small caps qui arrachent tout avec effectivement du 27% en moyenne, alors que les large caps font du 16%, ok? Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous couplez ce tableau-là à ce tableau-là, vous voyez qu'effectivement, si jamais on se prend une baisse de taux, les small caps historiquement vont augmenter. Et si on se prend une récession, les small caps vont également augmenter dans l'année. Donc c'est pour ça qu'il nous a sorti là, voilà, dans l'année, en gros, du 27% de hausse sur les small caps. Et quand en plus, on ajoute donc ces données historiques qui évidemment ne reflètent pas le futur, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais par contre, ce qu'on peut savoir, c'est qu'en ce moment, on a effectivement une sous-performance des small caps, comme je vous l'ai dit, depuis pas mal de temps, et historiquement ce n'est pas normal. Là ici je vous ai mis voilà, un truc depuis 1926. Normalement les small caps surperforment toujours les large caps, d'accord, voilà, du plus 12% en moyenne sur les small caps par rapport du 10% sur les large caps. Pareil ici, je vous ai mis carrément, si vous faites, donc si vous aviez mis $10 000 en 1926 sur les small caps, vous avez, c'est 1 milliard, ça doit être 1 milliard, et ça c'est 100 millions je pense, ouais, ça c'est 1 milliard, et sinon vous avez 10 millions en fait sur les, ou là plutôt 800 000 j'imagine, 800 000, qu'est-ce qu'on raconte, 800 millions, et ici vous avez 10 millions sur les large caps. Ok, ici je vous ai mis un extrait de 30 secondes donc de Mohnish Pabrai, comment il a construit autrement dit sa fortune dans les années 2000, en fait des années 90 à 2000 il était à fond dans la tech, dans les actions tech, donc il a gagné beaucoup d'argent, et aux années 2000 comme il le dit, il a fait un 180 degrés. Is I did a 180. I switched completely to classic Ben Graham deep value, what Buffett had started doing in the 50s. And one of the things that was happening in the equity markets at that time was the day the NASDAQ peaked, I think March 8th or March 9th, 2000, was the day that Berkshire hit a multi-year low. And literally people were pulling money out of their Berkshire stock and buying pets.com. Right. Donc là, ce qu'il dit concrètement, c'est que quand le Nasdaq a été à un plus haut historique dans les années 2000, tout le monde retirait leur argent donc de ce qu'ils avaient en fait dans Berkshire Hathaway. Alors tout le monde vendait les actions de Berkshire Hathaway pour les mettre sur les entreprises de merde. Là, il cite Pet.com, c'est des entreprises qui n'avaient même pas de chiffre d'affaires en fait. Donc c'est des trucs vraiment c'était vraiment une énorme bulle. Et donc lui justement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué les principes de Ben Graham à cette époque-là en achetant des actions des small caps sous-évaluées. On y vient. Then that goes to zero eventually. And so I said, okay, basically, there's a lot of basic businesses that had become really cheap because nobody was interested. So I was buying. C'est exactement ce qu'on a maintenant, donc des entreprises très simples dont personne s'intéresse. Voilà, encore une fois, je vous le remets, personne ne s'intéresse aux small caps. Là, actuellement, depuis 2 ans, donc 2 ans quand même, ça fait pas mal de temps, les small caps n'ont rien fait, d'accord? Funeral homes at 2 times earnings. I'm buying steel companies at 3 times earnings. And so a lot of basic businesses which are very predictable and doing well.
Voilà, donc là, il faut retenir ça. Donc, va falloir trouver des small caps qui sont très prévisibles et qui font, qui se débrouillent très bien. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des petites entreprises entre, allez, on va dire entre 750 millions et 3-4 milliards, d'accord, qui sont, comme il le dit, donc assez prévisibles, ok. Et la différence, en fait, il est là à tout le point. Et en ce sens, on a énormément de chance d'être en 2024 avec l'économie qu'on a actuellement. C'est que dans les années 2000, le problème, c'est que les actions de tech, elles gagnaient pas d'argent. Elles étaient surévaluées. Là, en ce moment, ce n'est pas du tout le cas. Je vous l'ai déjà dit en tout début de vidéo, les Magnificent Seven ne sont pas surévalués. Moi, je les garde dans mon portefeuille, je ne les vends pas. Par contre, le cash, ce que je réinvestis, ce que je peux allouer en bourse, ça va aller donc sur des small caps. Et alors là, justement, tout l'enjeu, ça va être de trouver les bonnes small caps à acheter. Et donc, c'est pour ça que ça fera une série plutôt de 2-3 vidéos, je pense, puisque dans le futur, là, dans cette semaine, va falloir que j'analyse quelques small caps, que je vous présente quelques small caps. Si vous en avez en portefeuille, je sais qu'il y a pas mal il y a pas mal de personnes très compétentes sur les small caps qui me suivent sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me soumettre dans les commentaires des small caps sur lesquels vous êtes peut-être justement depuis 2 ans, qui n'ont encore rien fait et qui, selon vous, représentent une anomalie marché. Puisque également, évidemment, sur les small caps, tout l'intérêt, c'est qu'il y a des anomalies tout constamment. D'une part, premièrement, parce que les small caps ont une volatilité plus importante. La volatilité, donc, c'est la fluctuation du prix. C'est-à-dire que si vous avez une volatilité de 10%, votre action va bouger comme ça. Si vous avez une volatilité de 50%, elle va bouger comme ça. Donc, si votre action, elle est correcte, c'est-à-dire que vous allez avoir plus d'opportunités de l'acheter quand elle sera vraiment très, très sous-évaluée. C'est exactement ce qu'on a sur les small caps. Et deuxièmement, sur les small caps, en fait, il n'y a pas beaucoup d'analystes qui les suivent. Donc, on a, par exemple, Crocs, j'avais fait une vidéo dessus. Il y a énormément de personnes, encore une fois, je l'avais déjà dit dans mon programme sur les options, qui avaient acheté des calls d'Ipinzomé dessus quand on était sur les $92. Bon, là, ça rebaisse un petit peu, mais encore une fois, bon, voilà, c'est normal, hein, ici aussi, ça avait baissé, mais c'est des entreprises, finalement, vous voyez, elles ont augmenté de 80%, et en fait, il y a vraiment une énorme volatilité, et il n'y a aucun, quasiment, analyste qui suivent ce genre d'entreprise. Donc, on a vraiment régulièrement des grosses opportunités sur des entreprises, que personne ne suit, tout le monde est occupé sur Google, etc. Et troisièmement, ce que je pourrais rajouter sur les small caps, c'est que évidemment, faire plus 300% sur un bénéfice, je sais pas, qui est de 200 millions, c'est rien du tout. Par contre, faire plus 300% sur un bénéfice comme Google, qui est de 100 milliards, va falloir trouver donc 200-300 milliards en plus supplémentaires. Et donc ça, c'est très très difficile, ok. Donc c'est pour toutes ces raisons, encore une fois, que je vais m'orienter sur les small caps à l'avenir, du moins encore une fois sur le cash, pour aller allouer ça à l'avenir. Ok, bon, je viens de voir que la vidéo fait déjà 20 minutes, donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, il y aura les prochaines vidéos qui vont être là-dessus sur les small caps que je suis tenté d'acheter. Alors, pour conclure là-dessus, vraiment, je veux finir là-dessus. Clairement, voilà, depuis pas mal, depuis 3-4 ans, énormément de les personnes qui sont sur les small caps se plaignent de la sous-performance. Et plus précisément, les 2 dernières années, comme vous l'avez vu avec donc l'indice des small caps, l'ETF IWM qui sous-performe. On a les William Egan dans leur interview, pareil, qui disent c'est pas normal, les small caps sous-performent. Mais voilà, encore une fois, rappelez-vous, c'est parce qu'on avait vraiment un contexte beaucoup d'incertitudes qui faisait que les personnes effectivement préféraient les large caps. Mais là, même les méga caps avec les Google, etc. Mais là, maintenant qu'elles ont atteint quand même leur point, entre guillemets, voilà, quand même, on est sur des valorisations assez élevées. Leur valorisation prend déjà en compte, comme on l'a vu avec le forward P, une augmentation des revenus dans le futur, d'accord. Donc je pense qu'elles peuvent le délivrer, mais quoi qu'il arrive, voilà, ça va pas encore une fois être, vous n'allez pas refaire 100% sur Google cette année, ça me paraît très peu probable. Ou alors si c'est le cas, c'est parce que on aurait une bulle et tant mieux, je serai encore dedans de toute façon, parce que justement, comme j'ai dit, je vais pas les vendre. Mais pour allouer du cash en ce moment, les small caps sont vraiment la meilleure alternative, puisqu'on a la baisse des taux qui historiquement sur les 70 dernières années booste les small caps, et on a en plus donc potentiellement une récession si jamais elle arrive. Je vous réfère encore une fois au rapport de Nike, au rapport de Starbucks, au rapport également de Domino's Pizza. C'est pas top, hein, c'est quand même pas top. Donc je vais vous laisser là-dessus, et n'oubliez pas qu'on a énormément de chances d'avoir en ce moment des entreprises comme l'appel d'Amodaran, carrément les value stock, les 7 plus grosses entreprises qui sont, comme ils le disent, une machine, c'est des machines à imprimer de l'argent, c'est des machines à cash. Et on a en plus de ça à côté tout le monde qui a délaissé les small caps. Donc si vous aviez, si vous hésitiez à vous lancer dans les small caps, je pense que c'est le moment ou jamais pour commencer à mettre une petite partie au fur et à mesure sur les small caps, ou encore une fois, comme j'ai dit plein de fois, commencer à allouer un petit peu de cash sur ces small caps, commencer à s'intéresser à ces classes d'actifs.
Alors également, j'ai oublié, je vous ai mis dans la description une formation gratuite sur les dividendes, à peu près d'une heure et demie. C'est vraiment, je vous explique tout, comment marchent les dividendes, etc. On rentre quand même un petit peu dans les détails. Donc si vous êtes intéressé par les dividendes, ça va vraiment vous permettre d'y voir vraiment beaucoup plus clair. Encore une fois, c'est une heure et demie. Et en plus de ça, là, j'ai bientôt fini, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, mes différents programmes. Donc ça va me permettre d'avoir votre mail pour vous prévenir si jamais vous êtes intéressé donc, par mes programmes. Je ferai un lancement une fois que j'aurai terminé ça, peut-être dans 15 jours ou peut-être dans un mois. Et donc voilà, ça vous permettra d'être directement, And so au courant. Voilà, tout simplement, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Là, il est quand même déjà 20h.